Nous sommes désolés de commencer avec du retard. Néanmoins, le European Muslim Network vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc pour cette conférence, on a essayé de louer un deuxième auditoire pour essayer de diffuser en duplex la conférence, puisque c'est vrai qu'à la première conférence, on avait énormément de monde. Malheureusement, on avait l'image, mais on n'avait pas le son. Donc, encore une fois, on est désolé. On espère, lors de la prochaine conférence qui aura lieu le 23 avril, avoir la possibilité de diffuser en duplex la prochaine conférence. Voilà, donc merci à tous. Alors, je vais commencer évidemment par les remerciements de toute l'équipe logistique, en le chef de Madame Sarah Vaux et Fatima Kissi, qui se sont attelés de manière à vous accueillir dans les meilleures conditions qui soient. Merci à elles. Merci à l'équipe belge du European Muslim Network pour leur travail. Et merci à notre président Tariq Ramadan d'être présent avec nous ce soir. Vous auriez dû recevoir le folder du European Muslim Network de manière à vous expliquer un petit peu la philosophie du projet. Malheureusement, on ne les aura pas ce soir, mais vous pouvez le télécharger à partir du site www.euro-muslims.eu. Donc, il y a la possibilité de télécharger le folder, mais je dois vous dire, on nous a demandé de vous dire que nous avons donc élu un nouveau bureau qui est composé de Tariq Ramadan en tant que président, moi-même en tant que directrice générale, Monsieur Tanko Mamadou en tant que vice-président, et nous avons un deuxième vice-président, Monsieur Bilal El-Mogadedi, qui travaille dans le domaine humanitaire et qui est basé en Allemagne. Nous avons comme secrétaire général Naïma Boutelja, qui est journaliste, et notre trésorier, Monsieur Ahmed Bouzienne, qui est basé ici, Abdelmajid Bouchi, qui est trésorier, qui est basé ici à Bruxelles. Alors, ce soir, on vous propose une soirée en deux temps. Nous allons parler des hommes ce soir, des hommes musulmans. Les hommes musulmans et les sociétés contemporaines. Alors, on s'est rencontrés à Sarajevo l'année dernière, et puis on s'est questionné sur les hommes musulmans. On s'est rendu compte que finalement il y avait une littérature abondante sur les hommes musulmans, sur les femmes musulmanes, pardon, mais qu'il n'y avait rien sur les hommes. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille un petit peu, qu'on se questionne sur le rôle de l'homme dans la société nouvelle, puisque les hommes sont confrontés à des réalités nouvelles, à des expériences qui sont parfois traumatisantes. On a de plus en plus de divorces. On a une identité masculine qui est questionnée. On a la question de la responsabilité, de l'autorité qui est souvent mal interprétée. Et on se questionnait justement, nous, au sein de EMN, dans nos réflexions en interne, s'il ne fallait pas justement redéfinir le concept de POMA. Tariq en parlera plus précisément. Et puis, on s'est dit que finalement, il y avait des besoins, mais des besoins qui n'étaient pas exprimés, et qu'en réalité, on brandissait le filtre, la jurisprudence islamique, pour essayer de répondre à ces besoins, et on se disait que c'était le meilleur moyen finalement de ne pas répondre à la substance même des besoins. Alors ce soir, on s'est dit qu'on espérait que la parole allait se libérer, et le mois prochain c'est le mois de la femme, et ce soir chez Ahmed, ce sera la soirée des hommes musulmans. Mais avant cela, on va parler de la question des discriminations relatives aux musulmans aujourd'hui en plein cœur de l'Europe. Je pensais que c'était important de revenir sur cette question. Et l'objectif vraiment est d'attirer l'attention de la société civile sur ces questions, puisqu'on est en train d'assister à des débats de plus en plus inquiétants sur la visibilité finalement de l'islam dans l'espace public. On a pu le voir avec les débats autour des minarets en Suisse, la question du voile intégral en France, et puis pour revenir à nos réalités nationales ici, la question de la visibilité de symboles religieux tels que le voile, à travers notamment le tollé politique dernièrement sur le cas de Madame Fatima Zibou, qui a été démocratiquement élue pour faire partie du conseil d'administration du Centre de l'égalité des chances, et donc sa place est remise en question. C'est quand même paradoxal quand on voit l'objectif de cette institution. Donc moi, ce soir, à titre personnel, j'aimerais témoigner tout mon soutien à Madame Fatima Zibou, et de toute façon, on reviendra sur le sens de ce débat et de cette polémique. Donc, je vais maintenant passer la parole, puisque j'ai été bien longue, à Madame Isabelle van Lingen, qui est
Madame Isabelle van Lingen, vous êtes responsable politique à l'Open Society Institute. Et donc, selon un rapport de l'Open Society Institute, qui est sorti en décembre, une étude qui a été menée sur 11 villes européennes, sur base de 2000 interviews, des conclusions mettent en évidence que 55% des musulmans pensent que les discriminations des musulmans ces 5 dernières années ont augmenté de manière alarmante. Donc, merci de nous présenter les conclusions, mais aussi les recommandations que vous proposez de manière à pouvoir lutter contre ces discriminations qui sont faites à la communauté musulmane. Merci d'être avec nous. Vous avez 15 minutes. La parole est à vous. Merci de nous avoir invité à présenter les Micro. Merci de nous avoir invités à présenter les résultats de 4 ans de recherche sur les musulmans en Europe de l'Open Society Institute, donc cette société ouverte. Donc, le rapport, ce que je vais vous présenter, c'est une vue d'ensemble de 11 rapports, en fait, qui traitent de 11 villes différentes en Europe. Donc pourquoi est-ce que nous avons décidé d'observer les musulmans dans les villes européennes? D'abord, c'est parce que nous avons observé que beaucoup des débats en fait étaient produits sans vraiment de données en fait pour alimenter la discussion. Donc beaucoup des débats sont alimentés par des allégations qui sont, quelquefois on peut se demander si elles sont vraiment fondées. De plus, il y avait une reconnaissance d'une croissance des préjugés et des discriminations contre les musulmans. De plus, après avoir travaillé pendant des années sur la question des Roms, nous avions été sensibilisés par les questions des désavantages sociaux et économiques des minorités. Et c'est pour ça aussi que nous avons décidé de nous plonger sur d'autres minorités en Europe. Mais en fait, tout ce travail-là s'inscrit dans l'objectif de l'Open Society Institute de promouvoir les droits de l'homme et l'état des droits à l'intérieur de l'Union européenne et dans des pays tiers. Alors, les slides viendront plus tard. En fait, ce que nous voulions aussi défier dans ce rapport, c'était les mythes et les réalités en fait, qui concernent les musulmans. Donc, pour la méthodologie des rapports, il s'agissait il y a plus de 2000 questionnaires qui ont été envoyés à des gens vivant dans des quartiers, donc 100 musulmans et 100 non-musulmans, 200 musulmans et 200 non-musulmans dans chaque quartier de ces 11 villes. Et les musulmans, c'était ceux qui s'identifiaient comme tels. Ensuite, il y a eu à peu près 66 groupes de travail et à peu près 2000 entretiens. Et ensuite, excusez-moi, je parle un peu en franglais. Alors que le projet de rapport était terminé, il a été consulté en table ronde avec les acteurs concernés au niveau municipal, des avocats, dans le domaine associatif. Donc, dans le domaine de la cohésion, en fait, il y a plutôt des bonnes nouvelles, en fait. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'espère que la plupart d'entre vous peuvent comprendre. Ok, d'accord. Donc, dans le domaine de la cohésion sociale, comme vous pouvez le voir, les gens dans les quartiers de ces 11 villes sont plutôt prêts à s'entraider. Ça, c'est le premier slide. Dans la deuxième question, en fait, qu'on essayait de jauger, c'était comment est-ce que les gens dans les quartiers provenant de différents milieux ethniques, religieux ou sociaux s'entendent ensemble. Et encore une fois, les nouvelles sont plutôt bonnes parce que la plupart des gens
confirment que les gens dans leur quartier s'entendent bien. Ainsi que la cohésion, dans le domaine de la cohésion, un des indices, c'est peut-être la confiance que les gens ont envers leurs voisins et dans le voisinage. Et là encore, quand même, les résultats sont que les gens disaient, dans les musulmans comme non musulmans, que leurs voisins peuvent être, ils peuvent avoir confiance en leurs voisins. Là où il y avait peut-être une petite différence, c'était dans les valeurs en fait aussi. Mais, par exemple, malgré le fait que les gens s'entendent bien, qu'ils ont confiance dans leur voisinage et ne sont pas à s'entraider, à la question si les gens s'ils partageaient les mêmes valeurs, comme vous pouvez le voir dans la colonne du milieu, il y a quand même un fort pourcentage des deux groupes en fait qui n'est pas d'accord en fait. Mais il y a quand même un pourcentage aussi qui est d'accord. Donc c'est là aussi peut-être qu'on voit que les résultats sont pas uniformes. Donc, je vais passer très vite sur le sentiment d'appartenance, d'identification culturelle, pour passer après aux questions de discrimination, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est un des sujets de cette conférence. Donc sur le sentiment d'appartenance, d'abord, les gens sont principalement attachés à leur quartier et ensuite à leur ville. Pour les non-musulmans, il y avait un plus grand attachement au pays. Par rapport les musulmans, c'était plus un attachement au quartier, ensuite à la ville. Sauf à Amsterdam, en fait, où le sentiment d'attachement à la ville a supplanté le sentiment d'attachement au quartier. Une des raisons qui est donnée, c'est que la ville a une campagne très active pour promouvoir une identité commune et inclusive pour tous les habitants de la ville. Donc c'est peut-être une des recommandations qu'on peut avoir. Donc une majorité des répondants musulmans, donc quand je parle des musulmans, c'est toujours ceux qui ont été interrogés, c'est pas tous les musulmans, c'est ceux qui ont été interrogés. Une majorité, donc 61% et 73% se disent très attachés ou assez attachés au pays. Cependant, à peu près 36% des musulmans et 36% des non-musulmans et 24% des musulmans répondent qu'ils sont très attachés au pays. Donc les autres c'était assez et eux c'est très attachés. Et dans ce même groupe, on peut voir une différence en fonction si les gens sont nés ou non dans le pays. Donc les femmes nées dans le pays ont un plus grand sentiment d'attachement que les répondants masculins ou les personnes nées à l'étranger. Certaines de ces données ne sont peut-être pas très surprenantes pour la plupart de vous. La différence, c'est on a essayé de vraiment rechercher sur ces questions de manière approfondie. Donc, par exemple, selon les réponses des personnes interrogées, le sentiment d'attachement au pays est vraiment lié au lieu de naissance. Donc au-dessus des 2/3 des répondants musulmans nés en Europe s'identifient au pays dans lequel ils vivent, alors que 40% de ceux nés à l'étranger ne s'identifiaient pas forcément au pays. Dans toutes les villes, la majorité des répondants musulmans ont exprimé une identification au pays, à l'exception de Berlin et Hambourg. C'est peut-être lié aussi aux lois de nationalité. Il y avait aussi, dans le domaine de l'identification au pays, à la ville, à la citoyenneté, il y avait aussi une corrélation entre la réussite scolaire, le plein emploi, et une peut-être pour alimenter les débats, les signes visibles de religiosité et de la pratique de la religion n'ont pas révélé d'incidence, en fait, d'impact important sur les statistiques d'appartenance, du sentiment d'appartenance. Donc en gros,
la religion ne changeait pas grand-chose dans ce domaine-là. Donc pour passer aux discriminations, aux questions de discrimination raciale, 75% des répondants disent qu'ils avaient 75% des 75% des répondants dire qu'il y avait beaucoup de préjugés raciaux dans le pays. Et donc ça c'était les musulmans et non musulmans. Et 30% des... Faut boire un peu de l'eau, c'est mieux. Oui. Là où j'étais. Je veux un peu d'eau parce que... Moi j'ai pas compris, j'ai rien compris presque. Bon. Avec de l'eau ça devrait aller. Open Society Institute travaille beaucoup sur les questions. On a un groupe de monitoring, mais on fait aussi des litiges en cours. Et la question qui se pose toujours, c'est où s'arrête la discrimination raciale et celle religieuse. Et en effet, quand les gens étaient demandés sur quel groupe pensez-vous qu'il soit le plus discriminé, 60% des répondants musulmans répondirent les musulmans et 40% des non-musulmans répondirent les musulmans. En fait, ce qui suggère peut-être que, premièrement, qu'il est difficile de séparer les deux, les discriminations sur les bases ethniques ou religieuses, et deuxièmement que les musulmans sont peut-être subissent peut-être des discriminations multiples et publiques. On va y arriver. Doucement. Une des conclusions du rapport, c'est que la discrimination à base de la religion et ethnique reste encore une barrière à la participation complète et égale dans la société. Les niveaux de discrimination, selon les résultats des recherches sur la religion, ont augmenté dans les 5 dernières années, donc ce qui corrobore ce que Malika vient de dire. Les expériences de discrimination varient. Donc, par exemple, les musulmans nés en Europe, et en particulier les femmes, perçoivent plus de discrimination religieuse que les musulmans qui sont nés à l'étranger. Et il y avait une perception que la persistance en fait, de ces discriminations donc, au jour le jour en fait, effrite le sentiment d'appartenance au pays, à la ville, au quartier. Donc, dans les interactions avec l'autre, donc que ce soit pour les musulmans ou les non-musulmans, sont les plus fréquentes dans le domaine de l'emploi et de l'éducation, ce qui peut être pas très surprenant. Et les contacts, en fait, interethniques et interreligieux sont plus fréquents chez les musulmans nés en Europe. Et pour les hommes, le domaine du sport était un des domaines où il y avait le plus d'interactions avec l'autre, donc musulmans ou non musulmans. Et un tiers des femmes musulmanes interrogées et un quart des femmes musulmanes interrogées ont des contacts fréquents avec les autres d'autres personnes d'origine ethnique ou religieuse à la crèche, en fait, dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, que ce soit au niveau des municipalités, des différents acteurs dans le domaine, il y a une reconnaissance grandissante de l'importance que l'éducation revêt pour les élèves des minorités ou des milieux défavorisés. Donc l'importance de l'éducation avant l'école, un très jeune âge. Mais ce résultat, encore une fois, est lié, je crois, à différentes... c'est plus une conclusion, disons, d'aspect social que religieuse. D'autres groupes issus de milieux défavorisés retrouveraient le même résultat. De plus, les systèmes d'éducation est critiqué en fait lorsque les enfants sont envoyés de manière trop tôt dans les différentes branches de l'éducation technique ou professionnelle ou dans les autres. Et que cette sélection très précoce en fait véhicule les désavantages pour les jeunes de ces groupes.
La ségrégation ethnique dans les écoles était une inquiétude pour les parents musulmans. Et au niveau local, il est apparu cependant qu'il y avait plusieurs écoles en fait qui essayaient de trouver des manières de répondre aux besoins des élèves musulmans et de faire véhiculer leur héritage culturel. Dans le domaine du logement, la plupart des musulmans interrogés souhaitaient vivre dans des quartiers mixtes. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que c'est des raisons sociales et économiques et aussi parce qu'il y aurait une discrimination dans l'accès au logement. Donc ça restreint le choix en fait de ces familles. Il y a aussi une inquiétude par rapport à certains programmes de régénération urbaine qui conduiraient, alors qu'elles visent en fait plus de mixité, en fait, conduirait peut-être à déplacer les communautés qui se trouvent dans ces quartiers. L'emploi, dans le domaine de l'emploi, un des résultats, c'était que les musulmans ne sont pas complètement intégrés dans le marché de l'emploi. Une des raisons, c'est peut-être la différence des réseaux sociaux, la connaissance des langues, la compréhension du marché de travail. Et pour les femmes, il est indiqué que la discrimination en fait, sur base religieuse pour les femmes qui portent le voile dans le domaine de l'emploi en fait, contribue au désavantage. Mais il y a eu des bonnes pratiques aussi qui ont été observées au niveau vraiment local avec l'engagement en fait, des communautés au niveau associatif en fait, pour s'assurer que l'information sur l'emploi en fait, va aussi à ceux qui sont plus éloignés du marché du travail. Dans le domaine de la santé, il y avait en général une satisfaction en fait, des personnes interrogées. La seule question qui émerge, c'est celle des soins appropriés pour les personnes âgées comme musulmanes en fait. Un des problèmes qui a été identifié, c'était les relations avec le maintien de l'ordre et dans le domaine de la sécurité. Particulièrement pour les jeunes les jeunes hommes de 20 à 29 ans. Donc presque 10% des répondants ont rapporté avoir subi les discriminations aux mains de la police. Mais la majorité des répondants, donc musulmans et non musulmans, avaient confiance en la police, 58%. 14% avaient très confiance et 44% avaient assez confiance et 31% des musulmans avaient peu confiance et 9% aucune confiance en la police. Les perceptions de traitement inégal par les services de maintien de l'ordre sont citées comme une des raisons principales pour le manque de confiance du 31 et du communisme. Mais il y a eu aussi des bons exemples en fait, dans des recommandations dans ce domaine d'initiatives visant à augmenter la confiance entre les services de police et les communautés. Et les plupart étaient d'initiatives d'associations en fait. Donc je veux dire de base en fait, des communautés affectées. Et dans certains cas, il y a eu des cas de collaboration entre les mosquées et la police pour une meilleure communication de certaines mesures. Il y a aussi des efforts qui ont été faits pour améliorer la diversité des forces de police, la police de proximité. Donc dans les questions de participation civique, une des conclusions c'était que pour la plupart des interactions dans le domaine disons de participation civique, c'était des activités qui étaient liées à l'école ou à l'éducation de leurs enfants. Les lobbies, sport et hobbies viennent en troisième lieu, suivi des activités de jeunesse. Pour les non-musulmans, la musique, l'art et les activités culturelles étaient classées second. Par rapport à la perception des musulmans, oui, c'est
la perception, alors que pour les non-musulmans, la participation au niveau associatif, vous avez l'impression que ça a un impact sur les décisions qui étaient prises au niveau communal. Pour les musulmans, la participation dans ces associations ne leur donnait pas forcément l'impression que ça avait un impact sur les décisions qui étaient prises les concernant au niveau communal, à part quand c'était des associations sur la base ethnique ou religieuse. Les musulmans. Alors nous allons à présent céder la parole à Madame Inès Wouters. Madame Inès Wouters est avocate au barreau de Bruxelles et spécialisée sur les discriminations des minorités religieuses. Alors Madame Wouters, elle dit qu'en fait, elle dit que finalement les musulmans ne sont pas les personnes qui sont les plus discriminées sur les questions religieuses, mais c'est parce qu'en fait, il y a de la surmédiatisation. Néanmoins, elle explique qu'il y a tout un arsenal juridique qui existe, de la Convention européenne des droits de l'homme, au règlement de police, en passant par la Constitution et toute une législation anti-discrimination, mais elle dit qu'en fait, c'est une législation qui est mal connue, qui est mal utilisée, et il n'y a pas de hiérarchie entre ces législations. On peut autant utiliser un article de la Convention européenne des droits de l'homme qu'un règlement de police. Alors elle va illustrer son propos par un exemple qu'elle suit actuellement. C'est le cas d'une femme qui porte un voile intégral et qui donc criminalise puisqu'elle a reçu deux contraventions dernièrement, donc sur base d'un règlement de police. Et donc Mme Wouters explique que finalement il existe une législation d'harcèlement contre les religions. C'est bien cela. Voilà. Très bien. Donc vous allez recadrer. Merci à vous d'être là et vous avez 15 minutes. Merci. Volume. Non. Un autre? Oui, oui. Voilà, je vous remercie de me donner la parole. Merci Madame Amélie de m'avoir contacté à ce sujet. Voilà, mon intervention va se concentrer sur 3 points sur lesquels je vais essayer de m'étendre pas plus de 5 minutes puisque c'est le temps qui m'a été imparti. Le premier point que je voudrais développer, c'est non, les musulmans ne sont pas les seuls à être discriminés en Belgique sur les questions religieuses. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Ça ne nous avance pas très loin. Et de savoir qu'il y en a d'autres que nous. Je pense que c'est malgré tout important. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, et je vais m'expliquer un petit peu plus, des mêmes principes, des mêmes règles du jeu, qui s'appliquent à tous. Et si ça ne s'applique pas à certains, fussent-ils petits, ça ne s'appliquera à terme pas aux plus grands. Et donc c'est plus question à ce moment-là de droit, mais de rapport de force. Or nous estimons ici devoir nous battre sur le terrain du droit. C'est la première chose. Le deuxième point, je vais un petit peu m'étendre sur toute l'architecture. L'architecture des droits qui existent dans notre petite Belgique, au niveau européen aussi, en effet, il y a un certain amalgame, je dirais une certaine confusion sur la hiérarchie des normes et sur la manière dont celles-ci fonctionnent entre elles. Législation souvent puissante, mal connue, aux procédures parfois difficiles, mal connues par les avocats. Je viens d'ailleurs d'une formation en matière de droit européen où on disait que 95% des requêtes étaient déclarées irrecevables, simplement parce qu'elles sont mal formulées. Donc c'est dire, et que même au niveau, je dirais, juridique, il y a une méconnaissance exactement de comment le mécanisme fonctionne. Donc il y a toute une hiérarchie, la Convention européenne des droits de l'homme, la Constitution, les lois, les règlements de police, et parfois on a tendance à croire que le bas tient le haut, c'est-à-dire qu'un règlement de police va pouvoir tenir en échec des libertés fondamentales, et on en est maintenant évidemment à se dire qu'il faudrait légiférer. Est-il possible de le faire? Et c'est ce que je vais examiner en deuxième. Je vais terminer mon intervention par quelques petites considérations plus générales, parce que ça me semble important. Je suis avocate et pour une avocate, les mots comptent. On ne se bat pas sur le droit. En réalité, le droit, on le connaît, on ne l'applique pas. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui est très important, c'est
Que veulent dire les mots? C'est quoi les faits? Comment les qualifie-t-on? De quoi parle-t-on? Parce qu'à ce moment-là, on peut enfin appliquer le droit. Alors je vais prendre quelques exemples de mots qu'on utilise beaucoup et qu'on s'empresse généralement de ne pas qualifier, de ne pas définir, de ne pas discuter, qui sont par exemple les notions, les mots comme identité, appartenance, religion, liberté, égalité, laïcité, sécularisme, etc. Ce sont des mots que chacun se jette un peu à la figure sans avoir véritablement l'occasion de se pencher sur leur véritable signification. Et je pense que c'est important puisque c'est de ça qu'il s'agit généralement lorsqu'on invoque les grands principes. Alors je vais revenir à la première partie en disant, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, non, les minorités musulmanes ne sont pas les seules à être discriminées sur le plan religieux. Je dirais même qu'il y a des plus petites minorités bien plus discriminées encore. Ceci pas pour vous dire, écoutez, ne vous plaignez pas trop, vous êtes bien lotis, ce n'est pas du tout ça que je veux dire, je dis simplement que le problème est plus profond et n'est peut-être pas exactement là où on croit toujours qu'il est, c'est en tout cas ma constatation. En fait, comment je suis arrivée? Je suis une praticienne, je ne suis ni sociologue, ni philosophe, je suis simplement quelqu'un qu'on vient consulter pour des problèmes. Et un jour, on est venu me consulter pour un problème d'une minorité religieuse, celle qu'on ne pourra pas appeler les minorités puisqu'on l'appelle une secte, et on m'a demandé de les défendre. J'ai dit, écoutez, je n'y connais rien, tout c'est ça, mais finalement, je me suis penchée sur la question et j'ai pu commencer, c'était là le départ, de voir comment on peut être victime à la fois de la peur et de l'ignorance. De la peur et de l'ignorance et qui vont créer, je dirais, toute une construction qui va faire que l'on va dénier à des gens le droit de pouvoir utiliser des droits qui sont en réalité le patrimoine commun de tout le monde, en les disqualifiant dès l'origine. Alors, le mécanisme est assez, vous reconnaîtrez peut-être certaines choses, il y a quelques événements qui font peur, il faut se protéger, il faut se défendre. En France, c'était l'ordre du temple solaire. Voilà, et à partir de ce moment-là, on va créer des amalgames, des approximations qui vont progressivement largement amplifier, voire déformer, voire carrément créer par les médias, et qui vont complètement déformer un problème et créer l'illusion qu'il faut absolument empêcher ces gens de pouvoir utiliser les droits qui le sont en réalité reconnus. Et vont très vite arriver les problèmes d'identrisme, on utilise le droit pour mieux, je dirais, le contourner, pour mieux le changer plus tard, et il faut désormais se mettre en situation de défense, mettant les gens et les enfermant, une fois pour toutes, dans un système de discrédit et de permanent, et de les mettant dans un état de justification permanente, et qui ne permet pas, je dirais, le dialogue et de pouvoir véritablement utiliser tout l'arsenal juridique qui est garanti par toutes les libertés qui existent. Alors, pour ces personnes qui font partie de ces minorités religieuses, ils s'étaient dit, ah, si au moins nous, on pouvait être une religion reconnue, comme les musulmans, eux, ils ont de la chance, ils sont reconnus et ils pourraient échapper à tous ces problèmes. Le problème, c'est que, nous en arrivons maintenant au deuxième point, l'islam est une religion, comme on dit, reconnue en Belgique. Ça ne veut pas dire que c'est une moins bonne ou une plus mauvaise religion que celles qui ne sont pas reconnues. C'est un problème de financement des cultes, c'est tout à fait autre chose. Et nous avons ici un autre problème où on va analyser complètement différemment ce problème de discrimination religieuse en disant c'est du racisme, on va y associer une série d'autres explications pour tenter d'expliquer, je dirais, le sentiment de discrimination dont font l'objet les musulmans. Et nous allons retrouver les mêmes ingrédients faits de peur et d'ignorance, amplifiés par des médias, voire carrément créés par les médias, qui vont systématiquement sélectionner certains éléments pour mettre de côté d'autres et rendre le débat extrêmement compliqué au point qu'il faut dire on ne peut pas parler avec ces gens puisqu'ils sont dangereux et ne vous reconnaissent pas ou s'ils veulent utiliser, je dirais, notre droit, c'est pour mieux le changer plus tard. Et donc on se retrouve dans des situations similaires avec des backgrounds complètement différents. Puisque en effet, en ce qui concerne ce qu'on appelle les sectes, entre guillemets, sont souvent des gens convertis, occidentaux, éduqués, beaucoup viennent des États-Unis ou d'autres pays auxquels tous les stigmates, je dirais, de l'immigration, avec tous les problèmes sociaux éventuels qui peuvent s'y attacher, ne se retrouvent pas du tout. Donc, je pense que le problème est beaucoup plus profond et il est intéressant, je pense, de s'y pencher.
et d'essayer de comprendre en quelque sorte, et ça, je dirais que ça sort du domaine du droit, et je vais revenir tout de suite au droit, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette peur du religieux, pourquoi cette peur de la spiritualité en général dans la société, elle n'est pas propre spécifiquement aux musulmans, elle va beaucoup plus loin que cela, je pense. Ça, c'est une première constatation, je dirais que mon expérience en tant que praticienne du droit, j'ai pu faire. Alors, je dirais en quelque sorte, je suis presque soulagée, je suis heureuse de voir, même si je comprends tous les problèmes, de voir que les porte-paroles de la communauté musulmane sont là pour porter ce débat sur la place publique, parce que c'est ça le grand avantage, je dirais le grand pas en avant qui a été fait, c'est que grâce à la communauté musulmane, le débat sur le religieux dans la société a enfin été porté sur la place publique. Je les remercie de l'avoir porté. Je me sens parfois un peu moins seule dans ce combat. Je n'étais pas seule, il y en a d'autres, mais en fait, disons, ça fait longtemps que cette question est là, et au moins le mérite maintenant, et malgré toutes les difficultés, le débat est porté, on parle de religieux véritablement dans la société. Alors, comment fonctionne notre arsenal juridique ? Comme vous le savez, nous sommes dans un système où la Belgique fait partie de différents traités. Il y a notamment l'adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'adhésion aux traités européens, qui sont une série de normes supranationales qui s'imposent à la Belgique. Alors, le grand intérêt de ces dispositions, c'est qu'elles se placent au-dessus du débat démocratique. C'est important. Je pense parce que le débat démocratique veut dire c'est la règle de la majorité, généralement là où les minorités ne se retrouvent généralement pas très confortables. Et donc on a voulu mettre au-delà du débat démocratique, toujours avec le spectre de ce qui s'était passé, à mon sens, pendant la guerre 40-45, on a voulu placer la protection de ces libertés fondamentales et des minorités, donc ceux qui ne pourront pas constituer nécessairement une majorité, d'éviter que la majorité puisse leur retirer des droits. Donc on l'a mis au-delà du débat démocratique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines dérogations, puisque la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme permet des dérogations en renvoyant à la loi nationale pour y déroger, mais dans un certain nombre de règles bien délimitées. Il en est de même en ce qui concerne le traité européen. Comme vous le savez sans doute, le traité de Lisbonne a intégré la Charte européenne des droits de l'homme et a considéré que la Convention européenne des droits de l'homme faisait partie intégrante du traité européen, ce qui permet donc de nouvelles mesures d'action. Alors, la particularité de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est qu'il y a des recours individuels qui peuvent être portés d'abord devant les juridictions nationales, et si on n'obtient pas gain de cause là-dessus, on pourra porter l'affaire jusque devant la Cour à Strasbourg. Nous avons ensuite en Belgique la Constitution. La Constitution, comme vous le savez, se met au-dessus des lois en Belgique et protège et assure la protection de la liberté de religion, pas exclusivement dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère publique, et son expression dans la sphère publique. Et ensuite, nous avons les lois. En dessous des lois, à côté des lois, nous avons les décrets, parce que, comme vous le savez, la Belgique est un pays communautariste, communautaire, dans lequel la communauté musulmane a pas du mal à trouver une place, mais enfin, la Belgique est ainsi faite. Et donc, nous avons des décrets, des lois, et en dessous de ces lois, bien, nous avons des règlements. Il y a des règlements communautaires, il y a une construction assez complexe, mais qui est très intéressante parce que nous avons constaté jusqu'à présent que la remise en cause des libertés fondamentales ne se fait soit dans les faits, par des bâtiments parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas très organisé, soit en ce qui concerne les musulmans, tout particulièrement, c'est généralement des règlements d'ordre intérieur et des règlements de police, qui sont des règlements locaux, et qui, à mon sens, et je suis même certaine de ce que je dis, ne peuvent pas, je dirais, déroger à des libertés fondamentales, c'est important. On va par exemple parler de l'enseignement, en disant par exemple les règlements d'ordre intérieur permettent aux directeurs d'école de pouvoir régler le problème du foulard, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'ils sont chargés de l'enseignement. Je pense que le problème du port du foulard à l'école n'est pas un problème d'enseignement, c'est un problème religieux qui échappe par conséquent à la sphère de compétence de ceux qui règlent l'enseignement et doit directement être relié à la Constitution et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et donc seule une loi ou un décret pourrait y déroger, et pour autant que ce soit fait dans les normes. Je dirais, en ce qui concerne la Convention européenne, c'est par une loi, et en ce qui concerne la Constitution, il n'y a que la loi pénale qui peut éventuellement y déroger.
Nous avons ensuite des dispositions mal connues qui ont été prises et qui concernent notamment, nous avons une loi antidiscrimination avec 2 décrets antidiscrimination pour la région flamande et la région française. Cette loi antidiscrimination crée de nouvelles infractions pénales, c'est intéressant, car elle vise tous les cas de discrimination religieuse, faites par des privés comme par le public. C'est important. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la loi, mais en tout cas, j'ai vu qu'était constitué ce nouveau délit qui consiste à inviter ou inciter à la discrimination à un individu ou un groupe pour des raisons religieuses, et qu'on considère, qu'on pénalise aussi ce qu'on appelle le harcèlement religieux. Donc c'est harceler pour des raisons religieuses, je n'aime pas le mot appartenance, pour des raisons de conviction religieuse. Donc toutes ces dispositions existent, il y a des recours spécifiques qui existent, on est un peu mal à l'aise parce qu'ils sont nouveaux, on ne les connaît pas bien, on ne sait pas très bien où aller, il n'y a pas de jurisprudence, on ne sait pas comment ça va. Il y a le Centre pour l'égalité des chances qui, en principe, est censé pouvoir aussi prendre, je dirais, des mesures en ce sens. Le Centre pour l'égalité des chances est chargé d'appliquer un organisme magique qui est chargé d'appliquer toutes ces dispositions et qui peut elle-même décider, pas obligé de le faire, mais de porter des actions devant les tribunaux. On connaît les difficultés du Centre pour l'égalité des chances par rapport à ces questions de voile et de foulard. Alors, je dirais en gros, l'enjeu qui se passe à l'heure actuelle, sur le plan juridique, et que je me pose, qui est, sommes-nous prêts à jouer les règles du jeu que nous avons nous-mêmes constituées? Sommes-nous prêts à voir d'autres les utiliser? Ou sommes-nous prêts à changer les règles parce qu'il y en a d'autres qui voudraient les invoquer? Je pense que c'est ça l'enjeu. Et il se fait qu'à l'heure actuelle, tout ramène à dire est-ce qu'une loi va pouvoir être adoptée et qui va pouvoir légiférer dans le domaine des libertés religieuses. Je dis en Belgique, il y a la Constitution qui est un obstacle important avec un recours devant la Cour constitutionnelle. La France a le même problème et la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que le traité européen peuvent être un autre obstacle qui pourrait éventuellement mettre un frein. Et donc on est un peu dans une plaque tectonique, je dirais, entre d'un côté la règle de la majorité par l'adoption de loi et d'autre côté les dispositifs de sécurité qui ont été mis en leur temps pour éviter justement qu'on puisse remettre en cause fondamentalement les droits. Donc, on se trouve à l'heure actuelle dans cette logique-là. Alors, pour terminer, je dirais voilà, c'est quelques mots qui fâchent, c'est que ces mots comme laïcité, que veut-on dire par laïcité? Qu'est-ce qu'on appelle liberté, égalité? C'est quoi religion? C'est quoi sécularisme? Tous ces termes doivent, à mon avis, être largement discutés. Je crois qu'on y est enfermé comme je ne sais plus qui. L'humain est assez paresseux parce qu'il utilise les mêmes mots pour dire des choses complètement différentes avec le temps. Et je pense qu'il est intéressant de se repencher là-dessus. Alors je terminerai par l'hymne, pas l'hymne, mais comment on appelle, ça se passe, le grand non plus en France, liberté, égalité, et j'insisterai sur le dernier mot, fraternité, car celui-là, une loi ne peut pas le faire. On peut protéger la liberté, on peut protéger l'égalité, ce sont des conditions préalables, mais le reste, je pense que c'est le travail peut-être de chacun, à son niveau, de pouvoir améliorer la société. La loi ne peut pas tout faire. Voilà, je vous remercie. D'avoir apporté un éclairage juridique sur ces questions et puis d'avoir quand même la capacité aussi de manière accessible, ce qui était aussi important ce soir. Alors, pour terminer, nous allons passer la parole à Tariq. Tariq, cher président du European Muslim Network. Alors, quel doit être le rôle de la communauté musulmane, alors pour dépasser ce sentiment victimaire, sans pour autant minimiser toute l'action et tous les projets qui sont en train de se mettre sur pied sur le terrain, mais comment s'engager aujourd'hui efficacement de manière à intégrer le principe de non-discrimination dans les politiques. La parole est à vous. Merci. Bien. Merci de cette invitation et j'aimerais encore une fois en votre nom à tous remercier les organisatrices et les organisateurs de cette rencontre
nous retrouvons avec une certaine fidélité dans cette salle et avec une certaine fidélité, vous la remplissez de façon merveilleuse. Donc merci également à vous d'être là ce soir, en espérant également qu'un sujet comme celui-ci, avec le premier propos, je crois, autour des perceptions, ce qu'a mis en évidence avec Isabelle, les perceptions, tout ce regard que l'on a sur soi et sur sa relation à autrui est déterminante quand on essaye de traiter de cette question. Et puis le deuxième volet, qui est mis en évidence par Inès, qui est la question du droit, et je crois que c'est vraiment des cadres, en tout cas des références, des dimensions qu'il faut garder en mémoire, ou en tout cas analyser de façon assez précise quand on aborde la question des discriminations. Donc après les remerciements d'usage, et puis en espérant également que le plus important, ce ne soit pas simplement qu'on se rencontre une soirée très nombreux dans cette salle, mais qu'on réussisse en cascade à faire passer le message, à faire répercuter la parole, et que ça se traduise non pas simplement en observatoire. La discrimination, ça ne s'observe pas, ça se refuse. Je crois que ce qui est le plus important pour nous en tant que citoyens, c'est de l'étudier pour la refuser, non pas de l'étudier pour l'observer. Et donc c'est vraiment un discours de conscientisation citoyenne qui nous réunit, c'est comme ça que je le comprends, et c'est comme ça en tout cas que j'aimerais pouvoir le traduire. Alors permettez-moi, puisqu'on a 15 minutes, c'est une introduction au sujet, de vous proposer une introduction, 3 points, puis ensuite essayer de catégoriser les sphères dans lesquelles on pourrait dire qu'il y a traduction de processus discriminatoires, ou en tout cas de réalité de la discrimination sur le plan du terrain, et comment, ce sera ma conclusion, on devrait également pouvoir s'y engager. Alors la première chose que j'aimerais mettre en évidence, et ça a été rappelé, même dans les 2 interventions que nous venons d'entendre, c'est qu'il est certain qu'à des moments donnés, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Et donc il y a, sur le plan terminologique, comme sur le plan de la substance même du propos sur la discrimination, quelque chose qui est de l'ordre de la confusion. Et hier, nous avions eu un débat sur la laïcité, vous avez conclu là-dessus d'ailleurs, en disant que dit-on quand on parle de laïcité. C'est évident qu'il y a aujourd'hui un véritable travail de clarification des termes et de clarification des domaines. Auquel cas, nous allons voir se jouer des processus de discrimination qui joueront sur la confusion. Et c'est aujourd'hui ce discours que vous avez mis en évidence, qui est effectivement de jouer sur la confusion, voire même de jouer sur la perception que l'on a de l'autre, parce qu'une mauvaise perception de l'autre justifierait une lecture restrictive de la loi. Et ça, c'est un processus qui est un processus psychologique assez clair, un processus de protection. Et ce que je répète toujours, quand vous faites confiance aux acteurs de votre société, vous lisez la loi de façon inclusive. Quand vous vous méfiez des acteurs de votre société, vous lisez la loi de façon restrictive et défensive, protectrice. C'est-à-dire que la loi sert à vous défendre de leur intention supposée. Alors que quand vous leur faites confiance, la loi sert à les intégrer à l'égalité souhaitée. Et c'est le même texte, mais ce n'est pas la même lecture. Pourquoi ? Parce qu'en amont, il y a un vrai travail sur les perceptions, sur le discours, et à force d'entretenir, voire même de ne pas déconstruire les perceptions, nous tombons dans des pièges quant au discours. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voulais mettre en évidence, c'est que le problème, il doit se situer par gradation. C'est-à-dire qu'en amont, le problème que nous avons aujourd'hui par rapport aux discriminations, c'est en amont un vrai travail sur les perceptions négatives, et qui vont parfois justifier des applications totalement discriminatoires. Il faut qu'on travaille sur les discriminations, sur les perceptions. Ça ne veut pas dire que toute discrimination est fondée sur de la perception, mais que les perceptions que l'on entretient justifient en aval un certain nombre de processus discriminatoires. Je vais l'expliquer de façon un peu plus concrète tout à l'heure. Deuxième des éléments, c'est que des perceptions, nous avons le racisme. Et le racisme existe. Le racisme n'est ni nouveau, ni spécifiquement anti-musulman. C'est un processus connu et dont la substance première est systématiquement de travailler sur la perception que l'on a de l'autre. C'est l'essentialiser. Un noir, c'est tous les noirs, et tous les noirs sont ce noir, et si ce noir agit comme ça, c'est parce qu'il est noir, et parce qu'il est noir, il faut le marginaliser, il faut le traiter comme il convient qu'un noir soit traité. C'est-à-dire comme tous les noirs, c'est-à-dire mal. Vous avez suivi ? Ce processus, l'espèce de raisonnement en boucle,
où vous avez l'impression d'avancer dans le raisonnement, mais on vous a amené en conclusion à la perception dans laquelle on était parti, eh bien c'est un discours extrêmement dangereux qu'il faut concevoir aussi comme une vraie structure mentale qui peut s'intégrer individuellement ou s'intégrer collectivement. Donc on passe de la perception au racisme, et puis le racisme peut aussi induire clairement, par rapport à la loi, par rapport à la vie quotidienne, à de la discrimination concrète. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est effectivement faire ce travail-là en dépassant la confusion. Et ce qui me paraît, ça on peut le discuter, ce sera peut-être l'objet d'un débat tout à l'heure, la méthodologie que j'aimerais vous proposer, elle est la suivante. C'est pour dépasser la confusion, faire un premier pas vers l'éclaircissement en passant par le principe de causalité. Quelles sont les causes et quelles en sont les conséquences? Pour que, à partir des conséquences, nous puissions inductivement remonter aux causes et changer les causes. Parce que moi, m'asseoir et dire les racistes, c'est pas gentil, les anti-musulmans, c'est pas gentil, il faut que vous soyez plus gentils, nous sommes gentils, soyons gentils avec les gentils. Tout ça, c'est un joli discours de sentiment, mais c'est un discours de naïf. Moi, j'ai très très peur dans les combats, dans la société civile, j'ai très peur des naïfs. Ils peuvent, avec la sincérité des naïfs, provoquer plus de mal que de permettre des solutions. Donc il faut, de ce point de vue-là, ne pas être naïf. Vous avez dit un mot tout à l'heure qui est très très important. À des moments donnés, il s'agit de rapports de force. Il ne s'agit pas de bons sentiments. Il s'agit effectivement, parfois même, d'utiliser la loi et d'utiliser le discours dominant dans des rapports de force. Il faut les déconstruire. Il faut savoir d'où ça vient. Il faut savoir aussi comment on résiste à ça et comment on inverse les tendances. Donc, simplement, pour moi, simplement dire, essayons de dépasser la confusion. On ne sait pas très bien de quoi on parle, essayons de se dire, qu'est-ce que l'on pourrait mettre en amont comme un principe de causalité, c'est-à-dire quelle est la cause générale que l'on voit, puis ensuite, quelles conséquences cette cause en amont peut avoir. Alors, par rapport aux causes premières, et puis ensuite on verra les conséquences concrètes de ce que peut être la traduction d'un racisme ou de discrimination sur le terrain, eh bien il y a une chose qui est effective et que l'on voit et que l'on ne peut pas nier. Si vous vous promenez à travers les pays européens et si vous écoutez ou lisez les études qui sont produites, en particulier de l'Observatoire du racisme et de la xénophobie qui est basé à Vienne, vous voyez d'abord une chose qui est toujours très intéressante de rappeler, c'est que les premières victimes du racisme en Europe, ce ne sont pas les musulmans, mais les gens du voyage, les Roms effectivement, qui par l'agrandissement de l'Europe avec maintenant 25 pays, ce sont eux qui subissent le pire des racismes en Europe de l'Est. Donc ça relativise, on est là dans un regard où il se dit attention, nous ne hiérarchisons aucun racisme, tous les racismes sont à condamner et à combattre. Donc déjà ça c'est une attitude intellectuelle qui est très bonne. Pourquoi? Parce qu'en condamnant tous les racismes égalitairement, on ne se met pas dans la position de la victime exclusive, mais de celui ou de celle qui combat avec tous ceux qui doivent combattre les réalités de ce racisme. C'est plus, quand on n'est pas tout seul à être victime, on comprend qu'on doit être plusieurs à résister. Il est beaucoup plus facile de se mettre dans la position de l'exclusive victime que, quand on comprend que ça touche d'autres, eh bien, d'être dans une alliance de la résistance. Et c'est ceci, à mon sens, qui paraît le plus important. Alors, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui et qui met en évidence les études sur la présence des musulmans en Europe? Le premier problème qui est une évidence, vous l'avez dans le Gallup, qui était un rapport qui a été produit l'année dernière, vous l'avez dans un certain nombre d'études qui sont faites nationalement. Il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que la nouvelle présence des musulmans, c'est une nouvelle visibilité. Et la nouvelle visibilité est problématique. Elle va produire une réflexion interne, c'est-à-dire un vrai questionnement des sociétés sur leur propre identité. Il n'y a pas un pays européen où on ne se pose pas la question de savoir qui sommes-nous aujourd'hui. Et cette question de savoir qui sommes-nous, c'est qui sont-ils? Ceux qui maintenant sont parmi le qui sommes-nous. Et ces qui sont-ils comme nous?
Où sont-ils le nous dont nous parlons quand nous disons qui sommes-nous? Vous me suivez? Non, mais c'est pas rien. Ça se traduit en qu'est-ce que c'est qu'être un ministère sur l'identité nationale. Ça, faut le faire quand même. Sur l'identité nationale, une campagne sur l'identité nationale. Et donc, vous voyez bien que le discours sur l'identité a des conséquences politiques. On sait très bien que c'est venu avant les élections. Donc tout cela, ça a des connotations politiques. Mais premier élément ici, c'est la nouvelle visibilité. Deuxième des choses qui est mise en évidence par les rapports, c'est le discours majoritairement négatif. Et là, ça rejoint ce que vous disiez, non pas cette fois-ci des perceptions des musulmans eux-mêmes, mais de leurs concitoyens, perceptions très majoritairement négative sur la question de l'islam et sur la question des musulmans. C'est-à-dire qu'on conçoit que l'islam et les musulmans sont problématiques quant à leur présence dans les sociétés européennes, mais dans les sociétés également occidentales d'un point de vue général. Et la troisième question en amont qui vient systématiquement, c'est que non seulement cette présence elle est négative, mais elle pose une question en deux dimensions. C'est une question du droit, c'est-à-dire qu'il faut absolument que nous fassions attention au droit, car la présence musulmane met en danger notre droit, parce que la perception est que les musulmans n'ont pas la même conception du droit que la nôtre. Mais ça, c'est très important. Alors, en plus, ils sont malins, ils finissent par la connaître, et quand ils la connaissent, ils vont l'utiliser contre ce qui d'abord avait été l'esprit de la loi. Mais ça tient d'un rapport de suspicion, de perception négative. Vous voyez, tout ça, ça se nourrit l'un l'autre. Toutes ces dimensions se nourrissent. Et donc l'idée, c'est attention. Il faut absolument que nous soyons fermes sur la loi. Parce que la perception de ces musulmans, le droit chez les musulmans n'est pas le même que le droit en Occident, dans la pensée occidentale. Et l'autre dimension de cette même question légale, c'est utilisons le droit pour nous protéger de ceux qui utiliseront le droit contre nos droits. Vous voyez, toute la question sur la question du foulard, toute la question sur la question de cette espèce de serpent de mer qu'est la charia des musulmans, la loi sur le mariage, ils veulent, c'est pas anodin que des gens répètent, ils veulent des lois spécifiques. Parce qu'en disant que l'autre veut des lois spécifiques, on va se permettre de lire notre propre loi de façon restrictive pour nous protéger de ce que supposément il voulait avoir dans notre droit commun. Et là, on est dans un débat politico-juridique. On est dans un rapport de force. Donc ça, c'est l'amont. 1, des perceptions, la visibilité nouvelle. 2, la question du discours négatif à répétition. Et 3, la réponse par le légal. Et vous verrez souvent, effectivement, que les sociétés pensent que le meilleur moyen de nous protéger de l'avancée de ces revendications, c'est le droit contre leur droit. Et donc, parfois, la discrimination institutionnalisée, puisque leur droit, par définition, met en danger notre droit, qui est celui de la liberté, de l'égalité, alors que leur droit, celui de moins de liberté, pas tout à fait d'égalité. Vous voyez, ces perceptions qui nourrissent aussi des perceptions. Alors, une fois qu'on a dit ça c'est là. Ça donne quoi en conséquence? 7 domaines, alors je vais juste les lister parce que je n'ai pas le temps, 7 domaines dans lesquels on peut voir concrètement des processus de discrimination et des processus clairement qui vont amener à la discrimination. Parce que la discrimination, elle n'est pas simplement légale, la discrimination, elle est également dans tout l'appareil superstructurel aussi du discours. Et donc on a, de ce point de vue-là aujourd'hui, effectivement, c'est installé en Europe une espèce de normalisation d'un discours où on se permet de dire des choses. Alors encore une fois, je ne mets à aucun moment, parce que là, moi, mon rôle, c'est de parler de cette perception à partir de l'islam. Mais ça absolument pas spécifiquement musulman. En d'autres termes, ce que je voulais dire, là j'ai oublié de le dire, mais je devais l'inscrire, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui de ces processus-là ne sont pas historiquement nouveaux. On a vu certaines des dimensions de ces discriminations vis-à-vis des immigrés, on l'a vu vis-à-vis des Noirs, on l'a vu vis-à-vis des Juifs, on le voit vis-à-vis des gens des Roms, tout ça on l'a déjà vu. Donc il faut surtout faire attention à ne pas penser que notre racisme que l'on ressent aujourd'hui est exclusif et nouveau et ne doit pas. D'ailleurs,
un certain nombre de ceux qui vivent les discriminations aujourd'hui feraient bien de lire, d'étudier les autres histoires. Moi, quand j'entends les Afro-Américains dire « mais ces nouveaux immigrés qui sont arrivés du Moyen-Orient aux États-Unis, ils ne comprennent rien au racisme, ils ne comprennent rien à ce que nous, on a vécu, nous les Noirs », ils ont parfaitement raison. Ils ont l'impression, les nouveaux immigrants américains ont l'impression de réinventer la roue. Ils ne connaissent pas les vieux processus qui ont mené à toute la lutte afro-américaine. Et donc aujourd'hui, c'est la même chose en Occident ou en Europe, pour un certain nombre de ceux qui se sont installés, ils ne savent pas ce qu'on disait sur les Polonais, sur les Belges, dans un certain nombre de pays, sur les Portugais, sur les... On a tout dit, on a dit le pire sur leur incapacité. Ils étaient trop catholiques, ils sentaient pas bon. Il y a quelques années, moi, quand j'étais jeune, on avait une chanson « Je suis Rital et je le reste ». Vous vous souvenez de ça? Non, vous vous souvenez pas, trop jeune. Il disait, la marre, quoi, arrêtez, on est Rital. Il assumait le mot, comme certains aujourd'hui disent beurre, etc. Vous voyez, tout ça existe, et donc ça fait partie de la représentation. Laissez-moi juste lister les domaines sur lesquels il faut être extrêmement précis. Une fois qu'on a l'aval, c'est-à-dire on comprend ce qui se passe en amont, et on comprend une chose, c'est qu'il sera extrêmement difficile de lutter spécifiquement contre les discriminations si on ne travaille pas sur les discours, si on ne travaille pas sur les représentations. Aujourd'hui, ce qui est dit sur l'islam à des moments donnés, c'est effectivement des propos qui sont rejetants, racistes, et là il faut faire attention à une chose. Récemment on était avec celui qui a lancé les caricatures, on était en Angleterre avec celui qui a lancé les caricatures au Danemark, et il dit mais attendez, pourquoi vous dites qu'on est raciste? D'abord l'islam c'est pas une race. Alors il joue sur les mots. D'ailleurs l'islam, non c'est pas une race. Mais est-ce que être noir c'est une race? D'abord en science les races n'existent pas. Pourtant, on a gardé le terme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire le fait de critiquer et d'insulter quelqu'un parce qu'il est ce qu'il est, au-delà de toute faute qu'il aurait pu faire, ce qu'il est par essence ne vous convient pas et donc vous le critiquez pour ça. Donc vous le critiquez parce qu'il est noir, donc vous le discriminez et vous tenez un discours qui est un discours où on va mêler la caricature, où on va mêler le rejet, ce qui à un moment donné s'est fait dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40 sur les Juifs, des sortes de caricatures, quand vous les revoyez, vous les comparez à ce qui se passe aujourd'hui, vous dites mais attendez, là on est dans le retour d'un discours qui au nom de la liberté d'expression veut réintégrer des dérives racistes. Parce qu'il cible les personnes sur leur foi. Alors bon, que quelqu'un comme Houellebecq dise que l'islam est la religion la plus con du monde, ça ne peut venir que de l'esprit un peu contre quelqu'un, ça me regarde. Mais ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais par contre, de pouvoir, de ce point de vue-là, faire la distinction et être vigilant, attention aux propos racistes, attention au discours, et attention à cette définition-là de ce qui peut se traduire par islamophobie, parce qu'en Europe francophone, on n'aime pas le terme, on fait attention, et je pense qu'il faut faire très très attention. La liberté de critiquer des principes ou de critiquer un comportement, de critiquer une religion parce qu'on a des questions, personne ne doit remettre cela en cause. Mais verser dans la stigmatisation, le propos raciste, parce que les personnes sont ce qu'elles sont, là, ça devient du racisme. Là, c'est de l'islamophobie dans le sens restrictif. Alors moi, je parle de racisme anti-musulman beaucoup plus facilement que je ne parle d'islamophobie, parce que, effectivement, j'ai vu chez certains musulmans cette tendance à penser, dès que tu me critiques, c'est que tu m'aimes pas. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Parfois, la critique, c'est un signe de respect. Je te critique parce que je comprends pas. Et que je ne comprends pas, ton respect, c'est de comprendre que je ne comprenne pas, mais pas systématiquement de me mettre dans la catégorie des racistes. Donc, un élément. Deuxième élément, rapidement, c'est effectivement ce que vous avez dit et qui était très très important à mon sens, c'est la confusion entre religion, race, culture, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc là, de ce point de vue-là, il est évident que quand vous êtes en France, et même quand vous êtes ici en Belgique, ou quand vous êtes dans un certain nombre de pays comme l'Allemagne, il est évident qu'il y a une confusion raciste et parfois liée à un phénomène religieux entre le fait que vous soyez arabe et le fait que vous soyez musulman. Il est évident que dans la traduction de ce que l'islam représente aujourd'hui en France, c'est très vite associé aux Nord-Africains et un peu aux Algériens, et les Algériens, ça va, on a donné. Mais c'est vrai, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose avec l'arabe. L'islam, c'est la religion de l'arabe. Et l'arabe, on l'a colonisé, il faut bien se taire. Vous voyez, cette émergence de
que l'émancipation d'une citoyenneté qui est d'origine nord-africaine, mais qui s'est émancipée, ça pose un problème. Et là, on est dans la confusion. Donc, on est dans un discours qui, vous ne savez pas très bien si c'est par rapport à l'arabe, si c'est par rapport aux musulmans, et derrière, parfois, on va toucher le musulman parce qu'on a en tête l'arabe. C'est la même chose que ce que vous avez en Allemagne, par rapport aux Turcs, où c'était, il y a quelques années, spécifiquement le turc. Et là, maintenant, c'est le musulman. Mais quand il y a le musulman, c'est le turco-musulman. Mais c'est très important, ça. C'est extrêmement important de voir cette espèce de confusion entre l'appartenance et de savoir que le racisme touche les deux. Et que parfois, le racisme anti-musulman, c'est l'autre nom d'un racisme anti-arabe ou anti-turc ou anti-pakistanais, et que parfois le racisme anti-arabe, anti-turc, anti-pakistanais peut cacher une attitude extrêmement négative à l'endroit de l'islam. Troisième des domaines, c'est effectivement ce qui a été mis en évidence, et donc je ne vais pas insister parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez mis en évidence, sur la question des lois. C'est-à-dire qu'il y a un domaine ici où nous avons une loi commune qui aurait dû permettre aux gens d'avoir et d'accéder aux lois communes, et là on s'aperçoit qu'à des moments donnés, parce que la perception est négative, eh bien les lois sont appliquées de façon discriminatoire. Ce que j'ai pu dire et répéter en France, on veut que la loi de la laïcité soit appliquée égalitairement à tous les citoyens, c'est parce qu'en fait, la loi, elle n'est pas discriminatoire, son application l'est à cause du discours que l'on a en amont. Et donc de ce point de vue-là, vous apercevez, par exemple en Angleterre, on a eu ce même discours d'un coup, mais il faut plus, tout de suite après le 7 juillet 2005, il faut plus d'école islamique. Moi je ne défends pas l'école islamique, je ne crois pas que c'est le futur. Mais c'est la loi britannique qui donne à tout le monde le droit d'avoir des écoles juives, des écoles chrétiennes, et tout le monde en a. Il y en a plus de 3000 d'écoles chrétiennes et personne ne dit rien. Quand il y a eu le problème, il dit oui, mais les écoles islamiques, est-ce qu'on doit donner le droit aux musulmans d'avoir leur école? Il y en a d'autres qui disent mais vous en avez donné des centaines et des milliers de droits aux catholiques, aux protestants et aux juifs. En d'autres termes, tout à coup, le discours de suspicion sur une catégorie de la société permet de lire la loi de façon restrictive en voulant enlever des droits à des citoyens qui devraient avoir les mêmes droits. La même chose sur la question ici, dans votre société, mais également au Canada, sur ce que permet la loi commune, par exemple les tribunaux de médiation. La médiation dans les couples, c'est permis par la loi elle-même. Et donc, quand les musulmans l'ont dit, oh là là, ils veulent des lois spécifiques. Ils ont dit, mais attendez, on veut que ce que vous avez donné aux chrétiens ou aux juifs avant nous. Et ce qui s'est passé au Canada, c'est qu'ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit à tout le monde le droit. Voyez, mais voyez la lecture restrictive, c'est-à-dire que tout à coup on se dit, oh là là, mais ils vont utiliser ce droit. Et l'égalité d'application du droit va même nous pousser à restreindre la loi. Exemple, je me retrouve en Suisse en face du parti d'extrême droite, populiste. Et il dit, vous voulez changer la loi. Je dis, mais qu'est-ce que je veux changer, moi? Je vous dis que la Constitution suisse, elle nous permet d'avoir des minarets. Qui veut changer la Constitution? C'est vous. En fait, c'est lui qui voulait changer la Constitution. En fait, il est en train de me dire, vous voulez changer la loi, et comme vous voulez changer la loi, on va la changer avant que vous la changiez. C'est-à-dire, on va se donner une façon restrictive de changer la loi pour que vous n'ayez pas accès à ce changement-là. Vous voyez, un tout petit peu la logique. La loi de 2004, 15 mars 2004, en France, c'est la même chose. On disait aux musulmans, vous voulez changer la loi? Qui a changé la loi pour restreindre le droit des jeunes filles d'aller à l'école avec un foulard? C'est toute une classe politique. 96% des députés qui sont allés dans ce sens-là. Troisième domaine, je suis désolé, il faut vraiment que j'aille vite et que je conclue. La quatrième domaine, c'est l'intersection entre une présence musulmane, en particulier en Europe, et une classe sociale. Et là, ça c'est aussi très très important. C'est aussi très important, c'est qu'on se rend compte, en fait, que la majorité des musulmans qui se sont installés en Europe participaient, et comme encore participent, des classes les plus modestes. Et donc sont dans des espaces géographiques et des espaces sociaux dans lesquels on va voir quoi? Un type de discrimination qui est socio-économique, c'est-à-dire une vraie ségrégation de classes. Mais comme la classe en question, elle correspond un peu à la couleur de ces Arabes, un peu Marocains, un peu Algériens, toujours musulmans, vous allez avoir un processus qui va être un processus de structuration de la discrimination sur le marché de l'emploi, sur le marché de l'habitat. Quand tu es un peu basané, quand tu t'appelles Abdallah,
Et puis ça dépend dans quel domaine. Quand dans certains domaines, les femmes sont, je veux dire, c'est évident, vous êtes avec un foulard et vous vous présentez sur le marché de l'emploi, vous n'avez de possibilité d'avoir un emploi dans ce pays que là où vous êtes invisible. C'est-à-dire vous faites dans la téléphonie. Vous êtes au téléphone, vous répondez pas qu'on vous voit. Et on vous dit c'est une... Mais c'est ça la réalité. Je veux dire, combien de femmes, je veux dire, il y en a une qui est allée avec un bandana, elle est convoquée dans une bibliothèque, un bandana, il dit « Votre bandana est médical ou religieux ?» Comme ça. Et la fille, elle dit « Je vais dire la vérité, je veux dire, je suis devant Dieu, je suis devant ma conscience, c'est religieux, elle a perdu séance tenante de son travail. » Ça, j'appelle ça de la discrimination à l'emploi caractérisé et qui est une lecture de la loi qui est... Mais pourquoi? Parce qu'on dit, en fait, votre foulard, il représente la discrimination à l'emploi et on remonte au discours négatif. Donc on remonte en amont. Donc là, on est sur toutes ces questions sur le CV. Sur les questions d'école également, qui sont liées aux réalités socio-économiques, où vous avez des écoles de seconde classe, vous avez des écoles dans des espaces où la réalité est problématique. Alors là, il faut sortir aussi de cette espèce de paranoïa que certains ont en disant de toute façon quand tu es arabe ou que tu es dans l'école, les profs ils t'aiment pas, ils vont te mettre dans les... Ça arrive. Mais moi j'ai rencontré énormément de professeurs qui disent c'est pas vrai, on fait de notre mieux. C'est tout le système qui est problématique. C'est le système qui est lié avec la politique sociale et urbaine. C'est-à-dire là où sont les écoles, comment est-ce qu'on envoie les professeurs, les enseignants, c'est ça. C'est beaucoup plus tout un système que simplement un professeur qui n'aime pas l'arabe. Ça existe. Ça existe, mais il y a des professeurs qui aiment bien les arabes. Il y a même des professeurs arabes pour les arabes. Tout va bien. Donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est tout le système qui produit de la discrimination à partir de l'école. La question de la sécurité, ça a été mis en évidence. C'est-à-dire que vous êtes 5 à 6 fois plus, il y a 5 à 6 fois plus de possibilités pour vous d'être arrêté par la police, contrôlé quand vous avez un teint basané, quand vous avez une perception qui est de cette origine et quand on peut être lié à l'islam, sans compter alors de ce point de vue-là dans les aéroports et quand vous avez des noms. Moi, j'ai un nom alors de ce point de vue-là qui est extraordinaire. Vous arrivez dans un aéroport, Ramadan. Je suis pratiquement, à chaque fois que je quitte le territoire européen, je suis choisi par hasard pour être à nouveau contrôlé. C'est randomly. Elle dit, dis donc, le mot Ramadan a l'air d'avoir des connotations tout à fait particulières avec le hasard de vos ordinateurs. Donc en l'occurrence ici, vous avez ceci. Et ça, c'est des réalités, mais ça, moi j'en rigole. Mais je veux dire, à un moment donné, quand vous êtes dans la rue, qu'on vous arrête au papier, et puis qu'on vous tutoie, et puis qu'on vous traite comme des citoyens de seconde zone, ça crée de la discrimination à partir des questions de sécurité et de violence, sans compter les questions plus larges. Et le dernier élément, effectivement, c'est celui du discours sur la question du rapport entre religion et État. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui de plus en plus en Europe des États qui se permettent des discours sur le religieux. Alors que la laïcité, c'est que l'État se taise sur la question. C'est pas à eux de dire quels sont les bons et les mauvais musulmans. Et là, on a un vrai discours qui n'est pas la laïcité. C'est contraire à la laïcité que quelqu'un dans un État dise quelle est la bonne religion, comment est-ce que se comporte dans une bonne religion, ou quel est le verbe. C'est pas à eux de dire, tant qu'on respecte la loi, on a droit à nos droits de la façon particulière. Voilà 7 domaines de discrimination. Ça veut dire que quand qu'on voit les causes et quand on voit les conséquences, il faut travailler en amont. Dans chacun de ces domaines, il faut un vrai travail, qui est un travail qui refuse la pensée victimaire, qui est un travail de conscientisation, qui est un travail de spécification. Quel est le problème dont on parle? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Comment est-ce qu'on développe une politique scolaire? Comment on développe une politique sécuritaire? Comment est-ce qu'on développe une politique du discours? Comment une politique de perception des gens? Comment est-ce qu'on change ça? Ça veut dire de la responsabilisation dans chacun des domaines. Puis ensuite, en amont, on remonte pour pouvoir travailler avec les autres, c'est-à-dire ceux qui vivent les mêmes processus de discrimination. Et pas simplement ceux qui les subissent, parce qu'on a énormément de femmes et d'hommes qui ne subissent pas, mais qui se rendent compte de ce qui est en train de se passer, et qui sont les alliés objectifs des citoyens responsables. Et là, il faut un travail qui est surtout pas de s'asseoir en disant on n'aime pas les Arabes, on n'aime pas les Marocains en Belgique. Et alors, une fois que vous avez dit ça, on n'aime pas les Marocains en Belgique. C'est pas on dit qu'on va se faire aimer. Et qu'on n'aime pas l'islam. Ça veut ce discours-là, et puis surtout de se spécifier comme ça. C'est les Marocains, c'est l'islam, ou les Turcs. Ça ne marchera pas. Il faut développer une véritable approche globale, et puis tenir en compte les perceptions, tenir en compte les questions du droit, et puis passer du victimaire passif au
aux citoyens actifs, déterminés dans ces certains domaines, en sachant exactement de quoi on parle, et puis surtout une chose, pas d'exclusivisme. Ça, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, il n'y a pas à se penser les victimes exclusives. Il y a des personnes qui sont marginalisées, elles sont nombreuses, et de la même façon qu'il ne fait pas bon être musulman, il ne fait pas bon être rome, mais il ne fait pas bon être noir, il ne fait pas bon être femme dans certains milieux, et dans tout cela, il faut tenir l'idée que c'est un travail commun et collectif à mener. Merci. Passer à présent à un échange avec la salle, puisque c'est dans l'échange que naissent les grandes idées. Donc la parole est à vous. Alors merci, donc vous pouvez poser des questions, mais aussi faire de brefs commentaires, mais vraiment essayer d'être court parce qu'on a déjà 25 minutes de retard. Merci. Est-ce que j'ai entendu parler de discrimination, mais est-ce que le foulard et le voile est le vrai problème? On n'a pas parlé ici de la mixité scolaire, on n'a pas parlé de l'apartheid, si on peut dire, parce qu'à coup de nouveaux décrets ici en Belgique, on va quand même arriver à un système où sur les 10 points, pour le moment dans le nouveau décret, sur les 10 points, on ne peut pas dépasser les 4 km à proximité des maisons. Donc en parlant pour le moment des quartiers, je trouve ça un peu aberrant. Alors il y a aussi, en respectant les lois en fait, moi je suis un peu étonnée parce qu'on parle des problèmes socio-économiques, mais la gratuité scolaire, la Charte des Nations Unies, la Belgique l'a signée, elle ne respecte pas ça. C'est pour ça qu'on arrive à un système d'école ghetto, à des écoles élitistes. Alors je ne comprends pas qu'il faille établir une loi pour que nos enfants puissent aller à l'école. Alors quand vous dites qu'il faut condamner, refuser tout ça, mais quand ça touche le fric, quand ça touche les enfants, à un certain moment, voilà. Il y a beaucoup d'autres sujets sur la femme qu'on peut aborder, mais je vais laisser aux autres, voilà. Alors on va prendre mais madame, justement, dans le prolongement de votre intervention, il y aura tout à l'heure une liste de paroles qui va aller justement dans ce sens-là par rapport à la pénalisation le 27 mars prochain. Monsieur. Bonsoir, merci, c'est pas de problème. Moi, je vais revenir sur la question de l'eau. Il faut rappeler que quand les choses touchent l'ordre public, est-ce qu'on peut revenir à ce qu'on appelle une expression que M. Ramadan élargie? Pourquoi on a créé des lois pour protéger la société, n'est-ce pas? Eh bien voilà, quand les choses, quand on parle par exemple de la question du cachet et tout ça, il faut savoir que quelque part, on ne sait pas qui se cache derrière ça. Je ne sais pas mon service. Vous comprenez ce que je veux dire, madame? Je ne sais pas si c'est un invalide de prison qui se prend pour une femme. Je vais revenir aussi sur la question de discrimination, sur la question du port du voile. Puisque la loi, madame, c'est clair et général. Ça veut dire que ça va apporter ce qu'on appelle le caractère généralisé. Généralité, ça veut dire puisque la loi est sortie juste pour intégrer le voile, ou bien la loi est venue pour interdire tout signe religieux dans le service public. Il ne faut pas nier qu'on est dans un espace laïque. Voilà. Et qu'il faut aussi, je veux dire, supposons, monsieur Ramadan, et je suis sincère croyant, je vous aime. Est-ce qu'il ne faut pas se mettre, s'il vous plaît,
juste derrière vous. Est-ce qu'il ne faut pas se mettre face au miroir et se dire si jamais on a stop, j'ai entendu une fois dans une prière du Jumu'ah, Inch'Allah, l'Europe va devenir musulmane. Je vous dis que il sera difficile pour nos musulmans ici, dans un espace laïque, de plus de liberté qu'un non-musulman peut bénéficier dans un État purement islamique. Je veux bien vous répondre, s'il vous plaît, sur cette question. Très bien. Donc la question s'adresse à M. Monsieur là-bas, allez-y, posez vos questions. En fait, j'ai une question sur la définition de discrimination, ou le sens de discrimination. Et je vais vous donner un exemple. Il y a 20 ans, à mon école secondaire, c'était interdit de porter une casquette. En fait, toute forme de chapeau, casquette, tout était interdit. À cette époque-là, il n'y avait pas d'étrangers dans mon petit village, dans la campagne. Mais cette règle, et la raison pourquoi c'était interdit, c'était par manque de respect. C'était vraiment, c'est une valeur occidentale, ici, sinon une casquette. Et par exemple, fréquenter des cours, c'était un manque de respect pour le professeur, par exemple. Alors, au jour actuel, cette règle existe encore. Et dans mon village, il existe aussi des musulmans aujourd'hui qui vont à cette même école, mais c'était interdit de porter la voile. J'aimerais bien savoir votre opinion sur cette question-là. Est-ce que c'est une discrimination ou pas? Ou est-ce que c'est une règle générale qui applique sur tout le monde? Et est-ce que c'est en réalité l'égalité pour tout le monde? Et ça, j'aimerais bien avoir votre opinion sur cette L'opinion de Mme Lucas, là? En fait, du La point de vue présidente juridique de mon s'adresse frère et de monsieur... On va prendre une dernière question et puis on va s'arrêter là et on fera une deuxième question. Oui, monsieur, on a pris la parole. Une femme! Encore une femme? Les hommes, c'est après. Vous pourrez parler, vous lâchez. Allez-y, monsieur. Il n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Voilà, en fait, ce que je vais vous raconter, c'est plus ou moins personnel. Je travaille dans un endroit où j'ai contact avec 10 à 20 personnes. Donc, je suis chauffeur. Et donc, lorsque on démarre, quelques instants après, les confidences commencent. Et c'est exactement ce que vous disiez, en fait. Ça arrive très souvent. Donc, on sent vraiment qu'il y a une grande peur. Et la question que je vais vous poser, c'est si je réagis de la bonne façon. Donc, par exemple, allez, c'est toujours de la bonne façon. Par exemple, il y a des clients qui montent, qui disent directement bonjour monsieur, voilà, je voudrais aller à tel endroit. Et quelques minutes après, ça commence directement, voilà, moi je suis contre américain. Voilà, tout d'un coup, ça commence comme ça. Je la regarde avec un sourire. Donc j'essaie de lui expliquer, demander pourquoi elle est contre ça. Ou bien par exemple, moi je suis contre le voile. Donc lorsque je lui pose la question, pourquoi vous êtes contre le voile? Donc elle sait exactement ce qu'il y a dans la tête de la personne qui a le voile. Donc elle a un mal-être, vraiment elle ne se sent pas bien, donc il faut qu'elle mette le voile. Donc elle sait elle-même ce qu'il y a dans la tête de la personne qui a le voile. Mais c'est toute chose en fait, lorsqu'il y a des émeutes, par exemple à Bruxelles, c'est directement d'une façon religieuse. Donc moi, en général, pour leur répondre, c'est que je leur réponds, j'essaie de m'identifier. Je leur dis par exemple, moi je suis musulman, posez-moi la question à moi. Moi je vous respecte, je respecte les lois de la Belgique, je paye avec vous les impôts, donc je construis avec vous votre pays. Je veux savoir si pour vous c'est la bonne façon à répondre. Mais une façon plus pertinente de le répondre. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, la première question de la dame concernant l'égalité dans l'éducation. Qui répond? Écoutez, juste pour... Non, sur la question, si vous m'avez bien entendu sur la question de l'école, moi je n'ai pas particulièrement insisté sur la question du foulard comme étant, c'est un problème effectivement, ça l'est en France, ça commence à l'être, ça l'est
Belgique et dans un certain nombre de pays, ça c'est une évidence. Mais j'ai bien mis en évidence une chose que vous avez mis, vous en évidence, c'est que le problème il est beaucoup plus général. C'est un problème de politique éducative lié à un problème de politique sociale et de politique urbaine. Politique urbaine pour éviter les ghettos géographiques, politique sociale pour établir plus de mixité sociale et politique éducative pour avoir plus d'égalité du point de vue scolaire. Alors attendez. Donc. D'accord, alors elle pourra, parce que là vous avez ajouté une... C'était pas mal, mais elle répondra sur ce domaine-là. Simplement, si je peux me permettre, sur votre première remarque, je suis complètement d'accord avec... Non. Deux là. Mais... Donc, ce que vous disiez, comment on fait quand on fait face à cela, effectivement, je pense que l'association des parents d'élèves, le fait d'être dans l'enseignement. L'enseignement ne concerne pas les enseignants et les élèves. C'est une question sociale, elle concerne tous les citoyens. Et il faut la prendre comme telle. Et c'est là où il faut s'engager, dans les associations de parents d'élèves. Comme, mais si, c'est possible, il y en a qui le font. S'il vous plaît, madame, laissez-le terminer, parce qu'on est vraiment qui parle le temps. Merci, madame. Donc, en l'occurrence, je pense que c'est possible. On a plein de cas où les choses sont possibles et il faut, de ce point de vue-là, s'engager à cela. Sur ce que vous avez dit, encore une fois, très rapidement, pour que je puisse réagir, sur la question de l'espace social, sur le droit à l'intégral et tout ceci, permettez-moi juste de répondre. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est une prescription islamique. Dans l'ensemble du panorama des prescriptions islamiques, je pense que ce n'est pas une prescription islamique. Maintenant, je ne peux pas ne pas reconnaître qu'il existe dans le monde musulman très minoritaire des gens qui pensent que c'est une prescription islamique. On ne peut pas nous décider, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui sont très ouverts vis-à-vis de l'Occident et très durs vis-à-vis de leurs co-religionnaires. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Donc, j'ai pas fini. Mais laissez-moi terminer. S'il vous plaît, monsieur, laissez-le terminer. Mais est-ce que... Monsieur, s'il vous plaît. Peut-être que vous devriez écouter ma réponse. Vous pouvez écouter ma réponse. Vous êtes irrespectueux, taisez-vous maintenant. Laissez-moi répondre sur l'exemple, mais écoutez la fin de la réponse, donc on intervenir. Alors, la question elle est celle-ci, il y a des gens qui le pensent et qui pensent aussi. Ma position par rapport à cela, c'est que dans l'espace public, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une loi ne réglera pas la question du comportement et des vêtements. Maintenant, il y a une chose que personne n'a niée. Même les femmes qui portent le niqab et le voile intégral, elles ne remettent absolument pas en cause qu'en situation de sécurité, elles répondront aux exigences de montrer. Elles l'ont fait partout. Maintenant, la question, elle n'est pas celle-ci. La question de la sécurité, elle est réglée. C'est la question du vivre ensemble et du statut que l'on donne à cela. Et là, de ce point de vue-là, bien évidemment, écoutez, je vais vous dire une chose, monsieur. Mais est-ce que je peux terminer ? Pendant toute ma réponse, vous avez fait comme ça. Du style, vous ne m'écoutez pas. Donc je cesse de répondre, je passe à autre chose. Donc, en l'occurrence, ça sert à rien. Sur la question de la liberté de nos musulmans dans les sociétés majoritairement musulmanes, eh évidemment qu'il y a des choses qu'il faut faire et qu'il faut les critiquer parce que ces libertés-là, il faut les défendre de la même façon, donc un souci de cohérence. Et mon dernier point, c'était sur ce que vous disiez, sur la peur que peuvent avoir les gens, ce qu'il faut répondre. Si je peux me permettre de vous répondre à cela, vous avez une chance énorme, c'est-à-dire d'être à l'écoute
parce que les gens sont dans des situations de vie quotidienne où ils expriment leur peur. Et je crois que la première attitude vis-à-vis des gens, et c'est ce que je dis toujours, je serai le premier à être déterminé, à ne laisser rien passer des partis politiques et des intellectuels qui instrumentalisent la peur. Cela, je ne laisserai rien passer. Toute attitude raciste, politicienne, ceux-là, ils trouveront le discours citoyen. Mais je suis pour le respect absolu de mes concitoyens dans leur peur et leur questionnement. Il faut écouter ce qu'ils ont à nous dire. Parce que ce ne sont pas tous des racistes. Certains ont peur, certains se posent des questions. Et à partir de là, ben, votre attitude, elle n'est pas de dire « je paye vos taxes pour votre pays et votre avenir ». Non, je paye les taxes de notre pays et de notre avenir. Nous sommes ensemble et nous avons notre futur à construire ensemble. Et il faut, dans cette écoute, faire comprendre « je vous écoute parce que nous allons vivre ensemble ». Je n'écoute pas pour répondre à votre société, mais à notre vivre ensemble. Et ça, cette espèce de déplacement, cette espèce de déplacement. Avant-hier, on était dans un débat sur l'Europe est-elle en train de perdre ses musulmans. Il y en a un qui se lève et qui dit « mais il faut arrêter avec ces questions-là. Regardez, les musulmans sont contents, on les a bien accueillis chez nous. » J'ai pris la preuve, je dis « chez nous, c'est chez qui ?» Nous sommes chez nous. Nous sommes bien accueillis chez nous. C'est-à-dire qu'il faut changer le paramètre historique. On vous a accueillis hier, maintenant on vit ensemble pour construire ensemble. Et ça me paraît être aussi une des attitudes que vous pouvez avoir là où vous êtes, comme nous tous là où nous sommes, au quotidien, de briser ce schéma, eux contre nous, vous contre nous, mais nous ensemble au nom de choses que nous partageons. Ça fait effectivement partie de ces différentes notions qui ne sont pas vraiment éclaircies. Discrimination, moi je le vois, on crée la discrimination quand on commence à, je dirais, définir des termes d'appartenance. C'est-à-dire ce sont des critères et les discriminations viennent très souvent lorsqu'on essentialise quelqu'un à une appartenance particulière alors qu'en réalité l'identité de quelqu'un elle est unique, elle est faite de peut-être appartenance n'est pas un bon terme, mais beaucoup de liens. Et là, on va essentialiser quelqu'un à un seul aspect de ce qu'il est. C'est à ce moment-là que les notions de majorité et de minorité commencent à se déterminer. Moi, par exemple, pour tout le monde, c'est comme ça. Je suis belge. À ce titre, je suis minoritaire ici, d'ailleurs. Je parle ici sur le panel. Non, c'est pas vrai. Belge, un Suisse, une Canadienne, vivant en Belgique. Et voilà, donc, je veux dire, je suis une femme, donc je peux à chaque fois me définir selon, je dirais, des critères qui ont été choisis et je peux moi-même passer d'une minorité à une majorité, tout dépend du terme qu'on a choisi. Donc, effectivement, si on a choisi la religion, à ce moment-là, et qu'il y a une série de, je dirais, comportements, de stigmatisation qui sont faites sur base d'un critère qui a été déterminé, et c'est ce qu'a expliqué M. Ramadan, à ce moment-là, on pourra parler de discrimination. Alors je vais parler de la casquette. Ça c'est le tout bon exemple du, je dirais, règlement qui a toutes les apparences de la neutralité sans l'être. Et c'est ce qu'en Belgique on appelle très précisément les discriminations indirectes. Une discrimination indirecte n'est pas nécessairement quand une règle particulière a pour intention de discriminer, mais c'est quand elle a pour effet éventuel de discriminer. C'est-à-dire qu'on va utiliser un critère en apparence, qui est neutre, qui se veut neutre ou qui a les apparences de la neutralité, mais qui va frapper beaucoup plus durement certaines personnes que d'autres. Et donc en ce qui concerne notamment la question du voile, ça va frapper beaucoup plus lourdement des personnes pour lesquelles le voile n'est pas du tout un manque de respect vis-à-vis du professeur, parce que ce n'est absolument pas ça qui est porté comme message par la personne qui le porte. Et donc, on va invoquer un règlement qui a toutes les apparences, je dirais, de la neutralité et de l'égalité. En réalité, c'est l'exemple type, je dirais, de ce qu'on appelle la rupture d'égalité par la voie d'une discrimination indirecte. Et si on a une jurisprudence qui est bien établie en Belgique par la Cour constitutionnelle, la Cour d'arbitrage en la matière, l'égalité se fait dans la diversité et non pas dans la similarité. Donc c'est important à comprendre, et cette notion de discrimination indirecte est intéressante, notamment lorsqu'on essaye précisément de prendre des règlements qui ont les apparences. Je voulais quand même une petite précision. On parle généralement, la loi dit que, il faut bien faire attention. La loi dit non. Dès qu'il y a une norme qui existe, on dit la loi. Attendez, de quoi il s'agit? C'est un règlement, un décret, une loi, la Constitution,
la Convention européenne, il faut bien se remettre. En Belgique, en tout cas, je dirais les règlements qui existent au niveau communal, qui disent par exemple qu'on interdit les masques et les grimages et autres choses qui voilent par exemple le visage, pour reprendre, écoutez, on va quand même pas comparer des masques et des grimages avec une expression peut-être fut-elle contestable par ailleurs, mais ça c'est une autre histoire, ou minoritaire, d'une conviction religieuse. On n'est pas du tout dans le même registre. L'un est effectivement quelque chose qui est de la compétence, je dirais, de la police. Quand il s'agit des questions religieuses, ça sort de sa compétence, tout simplement. C'est pas parce que ça se passe dans la commune, voilà. Moi, c'est la manière dont je raisonne. Et donc, un règlement qui peut avoir l'air, s'il s'agit de règlement de police ou de règlement d'ordre intérieur en ce qui concerne une école, ça a non seulement toutes les apparences de la neutralité, mais ça ne l'a pas, non pas dans l'intention mais dans les faits. Mais en plus de ça, on rentre dans un secteur qui est, lui, protégé par la Constitution et la Convention européenne, ce qui n'est pas le cas des casquettes, par exemple. Parce que ce n'est pas l'expression d'une conviction religieuse ou l'expression d'un droit fondamental. Voilà pour moi la différence, elle me semble importante. On va passer à une question, mais vraiment on va devoir être très rapide. Il y aura 2 questions, s'il vous plaît, parce qu'on a au moins 1 heure de retard en fait. Je pensais que c'était 25 minutes. Madame, s'il vous plaît, la parole. Voilà, je suis politique ici au niveau local à Bruxelles, dans une commune qui est assez importante, qui est vraiment un laboratoire des cultures et assez active au niveau européen. Je félicite en fait pour les propos qui ont été tenus, mais je peux vous dire que personnellement, et c'est partagé par de nombreuses personnes, je suis scandalisée, outrée par l'hypocrisie qui est formulée actuellement, par la manipulation qui est actuellement pour tronquer le discours, pour augmenter ce sentiment de peur, pour augmenter cette discrimination, et on doit se battre. Et là, je reprends le dernier mot que vous avez mentionné, qui est un travail commun et collectif. Alors, je crois que chacun a son rôle à jouer, mais je peux vous dire que je me battrai jusqu'au bout pour lutter contre cette discrimination. En fait, c'est une campagne, quoi. On parle de laïcité de l'État, alors que la laïcité de l'État, finalement, intervient dans le religieux. Et c'est honteux. Reste la campagne. C'est une campagne électorale. Un autre plan, parce que l'Europe a un rôle à jouer aussi. Donc, à ce niveau-là, je voudrais avoir peut-être des éclaircissements, de voir ce que nous pouvons faire aussi au niveau européen, où là, effectivement, on doit jeter les ponts. On avait essayé l'année dernière, 1 an et demi, de mettre en place la semaine arabe avec le Parlement européen, jeter les ponts pour faire avoir ce sentiment de compréhension par rapport à toutes les civilisations. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore? C'est ça que je m'adresse à vous pour en savoir plus. Merci. Merci. En tout cas, Europe International est disposé à répondre à vos questions. Alors, ce sera une dernière question. Je suis vraiment désolée. Avec une femme, je suis désolée. Soyez vraiment bref, comme ça on prend 3 questions. Alors, écoutez, on va vous laisser parler les mineurs, l'enseignement, ça nous concerne. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu auras le micro, mais d'abord une personne devait parler avant. Il me semble qu'il y avait une dame. Vous voulez prendre la parole? Voilà, bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, madame. Tout d'abord, maître Voniga. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une décision du Conseil d'État qui a dit que le règlement d'ordre intérieur n'avait absolument rien à dire sur la question que vous avez évoquée. Merci d'avoir été bref.
Inès, vous répondez directement. Il n'y a pas de constatation, un règlement d'intérêt n'a pas réglé ces questions. Merci. Jeune homme. Moi, ça concerne l'enseignement scolaire. Donc, je suis dans une institut, et l'institut qui se trouve à l'avenue de la Couronne à Ixelles. Allez-y, continuez. Par des sœurs, donc elles habitent dans l'école. Et les sœurs, elles portent, je ne sais pas comment on appelle ça. Mon voisin me dit que c'est une soutane. Ce que je voulais dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi on n'accepterait pas les filles voilées, alors qu'une femme en face de vous qui travaille dans l'administration scolaire est voilée elle-même. Donc je ne comprends pas, c'est ça ma question. Pourquoi on n'accepte pas les voiles, mais le voile catholique, on peut l'accepter à l'école. Deuxième extrait rapide. Donc moi je suis en social et en histoire, on voit le thème qui est l'islam. On nous donne des documents très bizarres. Je ne sais pas si vous voyez, mais le premier document qui est très choquant pour moi, c'est le prophète qui est dessiné. Donc je ne pense pas qu'on puisse le dessiner dans notre religion. C'est très grave. Deuxième document, madame, je suis désolé, je sais que vous êtes pressé, je ne vais pas vous embêter. Mais voilà, parce que vous voyez où je suis positionné et j'ai envie de quand même un peu parler. C'est la deuxième partie. Donc, tout ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous citer un des documents écrits qui vient, à ce qui paraît, du hadith 669. Il paraît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais même pas si on peut dire ça parce que je ne pense pas que c'est le même Mohamed dont on parle dans le texte. Il a écrit, il a attaqué la ville juive de Kaïbar où il a pris un des chefs juifs et l'a torturé pour le forcer à dire où était enterré son argent. C'est sûr que quand on s'appelle Mohamed, on est un raconteur. Je pose juste ma question sur toi, monsieur Ramadan, et j'aimerais bien écouter la madame qui sont minoritaires ici. Après que l'homme ait refusé de parler, et comme il était presque mort du fait de la torture, Mohamed a ordonné que sa tête soit tranchée. Ma question, est-ce que c'est normal que dans une classe comme celle-ci, si des enfants qui voient tout ce qu'ils voient à la télé, qui sont ignorants, c'est ce que j'ai posé au prof, mais il m'a insulté de borné. Est-ce que c'est normal qu'ils puissent mettre des choses comme ça? Qu'est-ce que vont penser les gens? La pire des choses, madame, c'est que ça vient de la Sira ou Vie de Mohamed, page 515, citée dans http://www.athéisme.org. Merci. Vous savez ce que c'est la vérité? Inès va répondre à ma toute première question et puis Tariq répondra alors à la deuxième et à la troisième question sur les références que tu nous as citées. En ce qui concerne la santé, c'est un peu ça toute la difficulté
difficulté, c'est que pour pouvoir faire passer... Bon, les écoles sont... je ne parle pas de la région flamande, mais je parle du reste. Il n'y a pas de disposition générale qui existe en ce qui concerne le port du foulard et autres signes religieux. C'est laissé à l'appréciation de chaque établissement scolaire en principe. Voilà. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'on a dû, pour pouvoir justifier qu'on ne permette pas aux filles de porter le foulard, prendre des dispositions qui ont l'air d'être générales et de viser indistinctement tous les signes religieux. Je pense que tout le monde a compris qu'il s'agissait du voile des musulmans et d'autres ont été pris dans la tourmente, c'est notamment les sikhs, qui eux portent leur turban et les jeunes garçons portent un foulard. Et on a été obligé de leur dire, oui, mais écoutez, vous aussi. Et parce que nous avons des dispositions dans notre règlement. Maintenant, dans l'école catholique où vous êtes, ils n'ont pas pris de règlement d'ordre intérieur à ce sujet-là. J'ai vu, madame, des règlements qui n'étaient pas positifs. D'accord, mais je veux dire, ça s'applique normalement. Je ne connais pas l'histoire particulière, mais c'est chaque établissement, en tout cas, qui est libre de le faire. Maintenant, on peut discuter, écoutez, on n'a quand même pas l'interdire alors que vous-même vous le portez. Donc, elles vont peut-être répondre, oui, mais nous sommes majeurs et les autres sont mineurs. Donc, tout le débat peut se faire à ce moment-là. Voilà, donc, c'est un problème particulier. Et en Belgique, à l'heure actuelle, vous connaissez la situation et comment le débat s'ouvre pour le moment. Voilà. C'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Moi, je pense que je vais vous raconter une histoire qui correspond un tout petit peu à ce que vous dites là. Et je l'ai déjà raconté sans doute ici, mais le papa d'un enfant qui était un jeune garçon dans une école américaine un jour vient avec le livre d'école pour faire voir ce qu'on lui dit sur l'islam. Et il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'abord religion, d'expansion, de violence, etc. Et donc, il va voir les enseignants et il a une fin de non-recevoir. Il dit, écoutez, nous, on travaille à partir de textes, ça vient de nos livres, quoi. Et donc, on doit... Et lui, il a décidé à partir de ce moment-là de se prendre en charge. Il était restaurateur. Bon, c'est un cas tout à fait spécifique. Il a changé son orientation. Lui est concentré sur ce travail-là. Il a voulu donner des documents qui étaient plus fiables. Et à partir d'un certain moment, il a véritablement monté un cercle d'études autour de cela. Aujourd'hui, il est l'une des références pour tous les textes qui sont des textes officiels dans les écoles aux États-Unis. D'abord, il a commencé en Californie parce qu'il a vraiment fait un travail sérieux avec des experts, pas simplement sur l'islam, il a été beaucoup plus intelligent que ça. Il dit l'histoire aux États-Unis est très occidentalo-centrée, il faut avoir le point de vue africain, il faut avoir le point de vue chinois, et le point de vue musulman. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, un vrai travail. Et nous, ce qu'on sait aujourd'hui, on le voit. Je veux dire, quand vous lisez les livres qui sont les textes qui vous sont donnés en histoire ou sur la présentation c'est une vraie catastrophe. Alors, il y en a qui ont fait cette critique-là. Alors, on a deux solutions. Soit on lit ça, on dit, mais c'est voilà, regardez, c'est la preuve, ils n'aiment pas, ils racontent n'importe quoi, ils vont sur les sites internet, prendre des informations, des fausses histoires, et ils construisent cette perception dont on parle et qui va ensuite induire ce que les jeunes peuvent penser, les moins jeunes peuvent penser. Là, il faut qu'on soit responsable. Quelque chose comme ceci suppose qu'on va voir les autorités scolaires. Que vous, avec peut-être des parents, avec des gens qui sont autour, disent attendez, on ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas, c'est même contraire à vos propres valeurs, votre propre valeur. Comment pouvez-vous, dans une école catholique ou chrétienne qui a des valeurs de justice et de vérité, tordre ainsi l'histoire pour donner de l'autre une image aussi perverse? C'est ça qui est très important, c'est là où on fait ce travail. Mais pas rester là en simplement, c'est bien, on brandit, là on rigole, c'est rigolo comme ça, mais c'est extrêmement grave au fond. Et ce qui doit répondre à cela, c'est un vrai travail, qui est un travail de responsabilisation des enseignants, de l'école. Attention, vous êtes responsable du savoir que vous transmettez. Ne transmettez pas un savoir qui justifierait le rejet, le racisme. Et donc là, on travaille. Donc c'est un vrai travail que moi je vous proposerais comme élève. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est pas de paraître borné aux professeurs,
c'est de paraître déterminé, c'est d'aller vers lui et de dire attendez, moi je ne peux pas laisser passer ceci. Il s'agit de la dignité de votre école comme de la dignité de mon histoire, d'une histoire d'une religion que vous êtes en train de dépeindre de façon absolument fausse. Ce qui est dans ce texte-là est faux. Vous enseignez des choses fausses. Ça n'existe pas dans la tradition musulmane, cette attitude-là. Je lui ai ramené, voilà, d'accord. Après, il faut pas que ce soit vous contre lui, c'est pas l'élève contre le prof, parce que non seulement après vous allez avoir tort, vous allez être borné, mais ça peut se retourner contre vous. Il faut que vous trouviez la bonne façon de faire entendre cette voix de la sagesse. Donc nous allons passer à la pause. Merci à vous de ce débat très dynamique, très interactif. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Simplement, nous allons donner la parole à au porte-parole, je crois, du MDF, le mouvement pour les droits fondamentaux, qui va vous expliquer un petit peu. Donc c'est une plateforme qui s'est mise sur pied suite au projet de généralisation du projet de loi d'interdire le foulard partout en Belgique. Et donc, cette plateforme se bat contre l'interdiction du port du foulard dans les écoles, pour le respect des convictions religieuses de chacun et pour une école démocratique, gratuite et égalitaire. Merci de votre patience. Bonsoir à tous. Merci encore de m'accorder un tout petit instant d'attention, s'il vous plaît. Donc, je représente ce soir le mouvement pour les droits fondamentaux. Alors, le mouvement pour les droits fondamentaux s'est créé au mois d'octobre, suite à cette situation critique qu'on a vue au niveau politique, où on voit l'interdiction généralisée qui tout d'un coup arrive en Flandre, ensuite les projets d'interdiction au niveau de la ville de Bruxelles et qui forcément auront un impact sur la Wallonie, et donc c'est un problème national. Or, justement, ce qui est important pour nous, donc, ce groupe s'est formé de manière assez instantanée et on s'est retrouvés entre nous, donc, des personnes issues d'horizons complètement différents et pas forcément donc, des gens de la communauté musulmane, mais pourquoi? Parce que justement, il s'agit là de droits fondamentaux, puisque il faut savoir que le port du foulard est conforme aux normes et conventionnelles, donc au niveau de la Convention des droits de l'homme ou de la Convention européenne, et au niveau de la Constitution belge, et aussi au niveau des décrets, donc des décrets qui sont appliqués pour ce qui concerne le secteur de l'enseignement. Et comme le rappelle très bien aussi la proposition du décret qui a été établi par le groupe neutralité.be. Et donc, ce que nous voulons faire passer comme message, c'est que tout ça est fait sous des appellations très diverses, l'islamisation de la société, l'envahissement de l'enseignement par l'islam, etc. Or, c'est précisément le gouvernement et le système politique qui ne respectent pas les lois. Et donc, justement, on veut tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'on ne veut pas de traitement de faveur ni rien du tout, on veut juste l'application des lois. C'est très important pour tout un chacun, et ça concerne aujourd'hui les musulmans et le port du foulard, mais ça peut concerner demain quelqu'un d'autre. Et donc, il s'agit là des droits fondamentaux de tout un chacun. Et c'est pour ça que l'appel que nous faisons, nous, MDF, aujourd'hui, c'est l'appel à agir. Donc, on vous propose un rassemblement, une manifestation qui aura lieu le 27 mars et pour laquelle nous avons déjà par exemple le soutien du mouvement ouvrier chrétien ou du groupe BOU ou du groupe Vrouw Communauté. Et donc on veut à travers cet événement lever donc justement, on parlait de questions de pratique, de détermination. Eh bien, on veut montrer qu'on est déterminé et qu'il ne s'agit pas là forcément d'une question théologique, mais d'une question qui concerne tous les citoyens. Je demande le respect de mes droits et des droits de tout un chacun en l'occurrence. Et donc, je vous propose de participer à cette manifestation, cette marche, ce rassemblement qui aura lieu le 27 mars prochain à 14h à la gare centrale. Mais donc toutes ces informations doivent encore être précisées et vous pourrez les trouver sur notre site internet qui est le www.movedf.be et vous avez toutes nos coordonnées, vous pouvez nous adresser bien sûr tous vos commentaires, toutes vos questions, etc. Et donc c'est vraiment
de créer une synergie à partir de ce genre de choses. Et je terminerai par vous rapporter, et cette fois-ci ça concerne principalement la communauté musulmane, par vous rapporter quelques paroles qui résonnent encore dans mes oreilles, qui m'ont été rapportées par un journaliste, et qui m'a dit « Vous êtes une communauté inerte ». Il m'a dit ça mot pour mot. C'est donc à nous de construire la suite des événements, et j'espère qu'on va arriver à quelque chose tous ensemble. Merci beaucoup. Il y aura la projection d'un documentaire initié par l'Islamique Relief, Ex-Haïti, donc qui sera projeté derrière moi. Il y a différents stands qui sont à votre disposition. Le stand des Fourmis, qui est une unité de scoutisme depuis plus de 15 ans et qui annonce que le 12 mars prochain, il y aura leur spectacle, le mariage de Leïla. Donc venez vous tordre de rire et continuez notre projet si riche, si loin ou si cool, si nous, si loin. Un autre stand, le Carrefour de l'Espoir, qui travaille sur l'organisation des villes de malades, en partenariat avec la reine Fabiola, le stand est à l'extérieur. S'il vous plaît, votre attention. Diane.com TV, je vous offre la possibilité de suivre en direct, et nous sommes d'ailleurs en ce moment même diffusés en direct, la conférence est diffusée